Partie 3. Des Joseph des temps modernes. La crise sanitaire du Covid-19 que nous avons traversée au moment où j'écrivais ces quelques lignes a mis en évidence la fragilité de notre système alimentaire mondialisé, géré à flux tendu et interdépendant. Les échanges internationaux ont ralenti. Les travailleurs étrangers stoppés aux frontières manquent dans les champs et dans les serres pour récolter les fruits et les légumes. Dans les magasins, les prix augmentaient. Il y a plusieurs années, beaucoup d'églises de France ont répondu à l'appel de mettre en place des organisations permettant de soutenir les familles en difficulté financière. C'est une œuvre très importante qui continue encore à l'heure actuelle d'être grandement utile et précieuse. Dans ce contexte économique, les épiceries sociales et solidaires et autres banques alimentaires de plusieurs villes sont débordées. Aujourd'hui, Dieu nous demande d'aller plus loin, à titre individuel et collectif. Je vous propose donc quelques pistes de réflexion non exhaustives. Chapitre 1. Participer à la vie des filières courtes. D'où viennent les aliments qui remplissent nos placards? Connaissons-nous les producteurs? Les méthodes de production sont-elles en accord avec nos attentes? Mes clients sont en grande majorité des magasins bio et locaux. Au cœur de la crise, alors que beaucoup d'entreprises ont subi de plein fouet le confinement, ils ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 30 à 50%. Les consommateurs cherchant à éviter les grandes surfaces et se tournant vers des produits de qualité et locaux. J'ai pu observer deux phénomènes contradictoires simultanés. D'un côté, ces magasins qui devaient augmenter leurs commandes auprès de leurs fournisseurs habituels pour faire face aux demandes et éviter les ruptures de stock. Et de l'autre côté, des producteurs qui se retrouvaient dans l'impossibilité d'écouler leur stock car leur réseau de distribution habituel venait tout simplement de fermer. Les restaurants, les marchés de plein air, les grossistes. Les producteurs qui avaient un bon réseau ont pu rebondir, organiser des commandes à emporter, des livraisons ciblées, tandis que d'autres n'arrivaient pas à écouler les produits qui étaient pourtant manquants dans les rayons de certains magasins, par absence de filière de distribution. Ceux qui étaient déjà organisés par la vente directe ont plutôt bien rebondi, en aménageant seulement leur fonctionnement pour répondre aux nouvelles règles sanitaires. Leur plus gros problème a été de ne pas être toujours en mesure de fournir les nouveaux clients. Il est de notre responsabilité d'être partie prenante d'une telle aventure, pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. En participant à ces réseaux locaux, nous leur permettons de devenir efficients aujourd'hui et pour l'avenir. Avons-nous dans notre entourage des producteurs? Peut-on fédérer des consommateurs dans une structure locale ou rejoindre une organisation déjà existante? Chapitre 2. Produire soi-même ou en groupe. Je me forme en permaculture depuis plusieurs années, jusqu'à l'enseigner auprès de particuliers, de professionnels ou d'écoles. J'avais mis cette passion entre parenthèses par manque de temps, et Dieu est venu me chercher en plein confinement pour que je me remette en action. En 3 semaines, une centaine d'élèves se sont inscrits pour des cours du samedi soir en visioconférence. Un désir de revenir à de la nourriture saine se manifeste de plus en plus, tout comme l'envie de savoir ce que l'on mange ou d'augmenter notre résilience alimentaire. Pourquoi ne pas se lancer et produire soi-même? Aujourd'hui, nos connaissances nous permettent de créer des espaces de production abondantes, même sur une petite surface, avec un temps d'effort qui diminue quand nous permettons au sol, par nos actions, de s'enrichir et à la biodiversité d'augmenter et de s'équilibrer. Certains ont un espace restreint, d'autres n'en ont pas. Et d'autres encore ont un grand espace disponible, parfois plus que suffisant pour eux-mêmes. Recréons des jardins partagés, des lieux de production alimentaire et de liens sociaux, bien plus enrichissants que les soi-disant réseaux sociaux. Et regardons autour de nous. Y a-t-il parmi nos connaissances des personnes qui auraient les compétences pour se lancer un peu plus professionnellement? Il est clair que devenir maraîcher, éleveur, paysan, boulanger ou agriculteur ne s'improvise pas. Cependant, nos églises et nos communautés peuvent être des tremplins pour accompagner leur installation et garantir un début de marché à nos porteurs de projets en devenant leurs premiers clients. Chapitre 3. Passer du flux tendu à la réserve tampon. Au cours des premières semaines du confinement, les magasins ont subi des ruptures de stock dans les rayons sur certains produits alimentaires. Nous n'avions pourtant aucun problème de production ni de stockage au niveau national. C'est l'augmentation de l'achat impulsif qui a créé ce manque. L'impulsivité étant elle-même expliquée par des réflexes de peur de manquer, qui ont entraîné des comportements parfois surprenants, mais aussi par des modifications du quotidien. Les ruptures sur la farine et sur les œufs ont duré plus que les autres, car soudainement confinés, les Français ont eu le temps de cuisiner.
Déjà sensibilisés au sujet du stockage de nourriture, certains avaient chez eux une réserve tampon qui leur a permis de traverser cette crise en réduisant au maximum leurs déplacements. Cette façon de procéder implique l'apprentissage d'une consommation différente et d'une gestion de la rotation des stocks afin d'éviter la péremption ou la dégradation des stocks en question. Mais cela permet de gagner en sérénité dans les périodes agitées. Cette redécouverte des bienfaits du stockage tampon est à envisager au niveau individuel, mais également collectif. Chapitre 4. Réfléchir nos projets en dynamique circulaire. Comment transformer nos déchets en richesse ? Nos épiceries sociales et solidaires ou nos banques alimentaires récupèrent énormément de fruits et de légumes en fin de vie. Par manque d'espace dédié et de temps, ces produits qui auraient besoin d'être transformés immédiatement finissent à la poubelle et participent ainsi à ces 30 à 50% de production alimentaire jetée chaque année dans le monde. Pourrions-nous réfléchir à mettre en place des ateliers de transformation, de séchage, de conserve, de confiture ? Ou bien nourrir des animaux avec ces déchets, des poules, des cochons ? Nous pourrions mettre en place un cercle vertueux dans lequel le déchet des uns deviendrait les ressources des autres. Ainsi, les déchets de l'épicerie deviendraient les ressources de la conserverie. Les déchets de la conserverie seraient celles du poulailler, et les déchets du poulailler, la ressource du potager. Il nous faut néanmoins bien connaître les conditions de fonctionnement de ces modes de recyclage. Beaucoup ont pensé que le plus simple serait de composter les grandes quantités de déchets alimentaires. J'ai constaté cette erreur autant dans les épiceries sociales que dans les restaurants ou les magasins bio. L'intention est bonne, mais comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent, un bon compost est composé à 50% de matière azotée et à 50% de matière carbonée. Or là, tous ces déchets sont à 99% de la matière azotée. Et en quelques jours, nous n'avons plus un composteur, mais un pourrissoir, dégageant une odeur nauséabonde qui réduit à néant les potentielles bonnes volontés. Pour composter de si grandes quantités, il faut avoir à disposition des quantités équivalentes de matière sèche à mélanger, idéalement du broyat de bois récupéré auprès d'un paysagiste ou d'un élagueur local. Il sera très heureux de vous livrer ce qui est pour lui un déchet, et qui lui coûte de l'argent pour s'en débarrasser à la déchetterie du coin. On retrouve ici la dynamique circulaire, où le déchet des uns devient la matière première des autres. Chapitre 5. Repenser nos aménagements extérieurs. Depuis des décennies, nous mettons en place autour de nos habitations et de nos bâtiments des déserts verts. Ces pelouses où la vie est peu abondante et la productivité quasi nulle. Oui, nous avons besoin de ces zones de jeu pour nos enfants et petits-enfants, mais a-t-on besoin de si grands espaces à cet effet ? Pourrions-nous réorienter certaines zones pour de la production alimentaire ? De même, concernant nos haies, pourquoi planter des kilomètres de tuyas ou de laurières ? Et si dans nos futurs projets, nous imaginions des haies comestibles et utiles, avec des arbres, des arbustes, des arbrisseaux, des lianes, produisant toute l'année ? Et pourquoi pas des fruitiers ? Des fruitiers classiques comme les pommiers, les noisetiers, les pruniers, la vigne, les groseilliers. Ou des fruitiers oubliés comme la mélanche, l'arbre faisan, l'élagnus, le kiwai. Créer des haies qui soient tout autant brise-vent et coupe-vent que celles faites de tuyas ou de lauriers, mais beaucoup plus utiles et agréables à observer au fil des mois et des saisons, c'est possible. Chapitre 6. Étendre le mouvement au niveau communal. Peut-être êtes-vous engagé dans la vie politique de votre ville. Dans ce cas, vous pourriez réfléchir collectivement aux différentes pistes pour augmenter la résilience alimentaire de votre commune et anticiper l'augmentation des foyers en difficulté. Voici quelques pistes de réflexion, bien sûr non exhaustives, à adapter en fonction de l'existant et de l'acceptable localement. Consolider le marché local, déjà existant, et favoriser autant que possible les producteurs locaux dans le cadre des marchés de plein vent. Faire le tour des associations d'épicerie sociale et solidaire et autres banques alimentaires pour voir comment nous pourrions augmenter leur capacité de collecte, de stockage et de distribution des denrées alimentaires. Envisager la mise à disposition de terrains non constructibles à des installations de maraîchers et micro-fermes via des appels à projets. Envisager la mise à disposition de terrains non constructibles à des installations de potagers collectifs en s'appuyant sur les associations sociales ou de quartiers déjà implantés. Mise en place de formations grand public à l'accompagnement de la création de potagers. Réorienter la production des serres municipales vers des plans à visée alimentaire.
réorienter la gestion de certains espaces verts afin de multiplier les sources alimentaires en ville. Conclusion. Pendant le confinement, nombreux étaient ceux qui souhaitaient vivre autrement à la sortie. Reprendre autrement. L'ouverture du premier service a emporté d'une chaîne de restauration rapide et les bouchons qu'elle a entraînés est malheureusement venu refroidir les espoirs naissants. Les kilos de masques et de gants de protection traînant au sol ont englouti ce qui pouvait en rester. Notre monde n'a pas changé radicalement, et ne le fera pas. Le péché est encore dans le cœur de l'homme qui, n'étant pas capable de se sauver lui-même, ne pourra ni sauver la planète, ni le climat. Face à ce constat, la tentation est grande, soit de se détourner du sort de notre planète et de ses habitants, soit chercher à créer pour nous-mêmes des bunkers isolés de cette société. Mais ce n'est pas notre mandat, ni le projet de Dieu pour nous et cette terre. En prenant sur lui le péché à la croix, Jésus nous a réconciliés avec le Père. L'Éden, la présence de Dieu, nous est à nouveau accessible. Il est aussi le nouvel Adam, pur et sans tache, l'homme nouveau. Et c'est cette identité qui nous invite à revêtir, comme écrit en Romains 6, verset 6. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Et en 2 Corinthiens 5 au verset 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Revêtus de cette identité renouvelée, nous pouvons alors redécouvrir le mandat originel de l'homme. Régner, cultiver et garder. Alors, nous régnerons dans nos vies, dans les sphères d'influence que Dieu nous donnera. Nous cultiverons et servirons la terre et les hommes. Nous garderons et veillerons sur les territoires naturels, spirituels et sociétaux dont Dieu nous a confié la responsabilité. Nous étudierons encore et encore cette parole multimillénaire, source de vérité, et nous grandirons dans la relation avec cette parole faite chair. Ainsi, bâtis sur lui et en lui, nous serons inébranlables. Nous ne nous laisserons pas balloter d'une pensée à l'autre, d'une direction à une autre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors restons sur ce chemin, incarnant cette vérité et cette vie. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Que ce soit pour une demande de formation, sur place ou par correspondance, pour l'organisation d'une conférence ou d'un stage, pour l'accompagnement de projets, qu'ils soient individuels ou collectifs, pour avoir des conseils de lecture. Prenez également 1 minute pour réfléchir à la question suivante. Auquel de mes amis est-ce que je pourrais bien envoyer cet audio ? Est-ce que je connais quelqu'un ou plusieurs personnes qui seraient intéressées ? Si vous souhaitez m'encourager dans mon travail et me permettre de consacrer plus de temps à la production de supports audio et vidéo disponibles gratuitement sur Internet, vous trouverez un lien à cet effet dans la partie description de cet audio. Je vous remercie de votre écoute, soyez bénis et au plaisir de vous lire ou de vous rencontrer à l'occasion.